Bonjour à tous, je suis donc Maxence Delorme et j'ai le grand plaisir d'animer ces deux tables rondes de la matinée. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à ce 12e colloque de la Commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers. Les propos de Madame Trick, comme ceux de Monsieur Ramex, auront à eux seuls démontré toute la pertinence du choix qui a été fait cette année, et bien de retenir le thème de l'information privilégiée comme thème unique de ce colloque, décliné en deux tables rondes. Cette notion est en effet au cœur de notre droit des abus de marché, et c'est une notion, Madame Trick l'a indiqué dans son discours, qui est au cœur de la jurisprudence de la Commission des sanctions et qui fait tout à fait l'actualité de l'année écoulée. Pour explorer de façon complète les questions que cette notion soulève, à la fois d'un point de vue juridique, évidemment, vous êtes pour la plupart d'entre vous des juristes, mais aussi d'un point de vue pratique. Nous avons souhaité donc deux tables rondes. Une première consacrée au contour de l'information privilégiée, je vais y revenir dans un instant, et une seconde table ronde consacrée à la détention et à ses conséquences, à la détention de l'information privilégiée et à ses conséquences. Définir les contours de l'information privilégiée, c'est une question juridique complexe, on va y revenir, dont les enjeux opérationnels sont particulièrement importants. On l'a dit, cette notion touche à la fois aux obligations d'information qui pèsent sur les entreprises, mais également cette notion est au cœur des manquements d'initiés et à leur prévention. Cette table ronde se déroulera en deux temps. Un premier temps qui permettra de revenir sur les composantes et le régime juridique de cette information privilégiée, d'analyser les leçons de la jurisprudence récente, également de s'intéresser à la façon très concrète dont les émetteurs identifient les informations privilégiées dans la vie de l'entreprise. Sur ces sujets, nous évoquerons plus particulièrement dans un deuxième temps, deux questions qui nous paraissent tout à fait importantes. D'abord, l'information privilégiée relative à un projet d'opération financière. Ensuite, celle de l'information privilégiée émanant d'un tiers. Cela a été évoqué dans le discours introductif de même le Président. Pour parler de ces sujets, j'accueille nos trois premiers intervenants. À ma gauche, Sophie Schiller, vous êtes agrégée des facultés de droit, professeure de droit privé à l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes également, depuis août 2016, membre de la Commission des sanctions. À ma droite, immédiatement, Alexandre Menet, vous êtes vice-président exécutif et secrétaire général du groupe Atos. Vous êtes également membre du Collège de l'autorité de la concurrence depuis cette année. Nicolas Menson, vous êtes avocat associé au cabinet Darrois. Le contentieux boursier est l'une de vos grandes spécialités et vous avez d'ailleurs beaucoup écrit sur l'information privilégiée dans des revues spécialisées. Le second temps de cette table ronde sera consacré à l'Europe, avec un point sur les travaux tout à fait actuels de l'ESMA en la matière. J'accueille sur le sujet Fabrizio Planta, vous êtes chef du département marché de l'ESMA. Pour débuter ce premier temps de cette première table ronde, je donne la parole immédiatement à Sophie Schiller pour un cadrage juridique d'ensemble, en quelques minutes, de cette notion d'information privilégiée. Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à remercier ma présidente, Madame Trick, de m'avoir invitée à participer à cette table ronde. Mais comme Gérard Ramex, je ne sais pas si c'est vraiment intelligent de ma part d'avoir accepté, parce que dresser le régime juridique en 4 minutes, c'est un petit peu ambitieux. Alors, cette notion et le régime juridique de l'information privilégiée se justifient par deux principes. Tout d'abord, le principe de transparence qui a été évoqué par Madame Trick, parce que l'information protège les investisseurs. Telle était la philosophie exprimée dès 1914 par un juge de la Cour suprême américaine qui affirmait « Le soleil est réputé être le meilleur désinfectant, la lumière électrique, le sergent de ville le plus efficace ». Donc, principe de transparence essentiel, mais également principe d'égalité tout aussi essentiel. Pour que le marché fonctionne au mieux, il faut que tous les investisseurs aient la même information, ce qui justifie l'élargissement de cette notion qui a été évoquée par Gérard Ramex.
L'information est donc essentielle au fonctionnement du marché et elle prend deux formes. Les textes ont posé une très longue liste d'informations à diffuser. Mais cela ne suffit pas. Pour respecter les principes de transparence et d'égalité, il faut que si on détient une information, même en dehors de cette liste, on la partage avec les autres. Alors que l'information à diffuser fait l'objet d'une liste, celle à partager, celle que l'on appelle l'information privilégiée, est définie uniquement par trois critères. Trois critères très stables, malgré l'évolution des textes, et la commission des sanctions a à plusieurs reprises considéré qu'il n'y avait pas lieu d'application rétroactive, en particulier du règlement MAR, vu la stabilité de ces textes. Donc trois critères sur lesquels je vais revenir, mais je vais revenir très rapidement, et qui font, dans le recueil qui vous a été distribué, l'objet de plus de 250 décisions. Donc c'est plus de 250 décisions que je vais vous résumer en maintenant 2 minutes, je pense qu'il me reste. Quelques points saillants, faute de parler de lignes de force. Lignes de force, je ne sais pas si elles existent, hein, je les ai cherchées, mais quelques points saillants. Premier élément, l'information doit être précise et comme Mme Trick l'a rappelé, elle est précise si elle est, comme le dit la Commission à plusieurs reprises, suffisamment définie entre les parties pour avoir des chances raisonnables d'aboutir, peu important l'existence d'aléas quant à sa réalisation effective. Cela signifie, première idée, qu'il n'est pas du tout nécessaire qu'elle soit certaine. Et dans la décision Ubisoft de décembre 2016, elle a été considérée comme précise, alors que le décalage de sortie du jeu vidéo en cause avait seulement de fortes probabilités d'arriver. Il n'est pas nécessaire non plus que les modalités définitives du projet aient été arrêtées, et en particulier le prix. Il n'est pas nécessaire que toutes les solutions alternatives aient été écartées. Et s'il s'agit de résultats financiers, il n'est pas nécessaire que ces résultats aient été définitivement arrêtés, qu'ils aient été contrôlés par le commissaire aux comptes, le conseil d'administration, le conseil de surveillance, etc. Et peu importe, enfin, que le projet, finalement, n'ait pas du tout abouti. Elle était précise quand même. Deuxième élément, l'information est privilégiée si elle est non publique. Là, j'ai retenu 3 points importants. Cette notion d'information publique est appréciée par rapport au marché, par rapport aux investisseurs dans leur ensemble. Elle est publique si le marché la connaît, pas un petit groupe de personnes. Deuxième idée, c'est que la société n'a pas à être à l'origine de cette diffusion. Pour qu'elle soit publique, elle peut très bien avoir été diffusée par quelqu'un d'autre, et en particulier par des analystes financiers, bien que non, parce que les analystes financiers ne livrent qu'une appréciation subjective, leur vision. Donc, sur le principe, il n'est pas nécessaire que ce soit l'émetteur qui l'ait diffusée, mais elle doit cependant être objective, ce qui peut prendre la forme d'un article de presse dès lors que c'est objectif. Et enfin, troisième idée, cette information, pour être publique, doit être intelligible. Et dans une décision de 2018, du 13 avril 2018, la Commission a considéré qu'une perte figurant au ballot parmi 14 autres points n'était pas une information publique parce que noyée au milieu de beaucoup d'autres choses. Troisième critère, et j'en finis, l'information doit être susceptible d'avoir une influence sur le cours. C'est une appréciation qui se fait a priori, sans qu'il soit nécessaire de constater après la diffusion son influence réelle sur le cours. Et c'est une idée qui est répétée très, très régulièrement. Et deuxième point, c'est que les événements qui peuvent faire l'objet, qui peuvent être constitutifs d'une information privilégiée sont très, très, très nombreux. Mais pratiquement toujours, c'est une appréciation in concreto. On regarde dans l'affaire en cause, spécifiquement, est-ce qu'elle était susceptible d'avoir une influence sur le cours? Ce qui rend toute la difficulté de cet exercice, c'est que c'est très factuel. Néanmoins, tout à l'heure, je parlerai d'un cas où la Commission a considéré que, par nature, l'événement était susceptible d'avoir une influence sur le cours.
Merci beaucoup d'avoir relevé le défi. Merci beaucoup, Madame Schiller, d'avoir relevé le défi d'une présentation à la fois complète et claire dans le temps qui vous est imparti. Je donne la parole à vous, Nicolas Menson, pour connaître le point de vue de l'avocat sur peut-être sur les évolutions les plus récentes. Est-ce que dans la jurisprudence de la Commission, sur la dernière année, des décisions vous semblent présenter un intérêt tout particulier ? Alors oui, effectivement, ma tâche est plus facile, car je ne parlerai pas de 250 décisions, j'en évoquerai seulement 3, qui d'abord sont toutes les 3 récentes, elles ont été publiées cette année, la dernière il y a 2 jours, et puis elles ont en commun de traiter de difficultés rencontrées par l'émetteur, au sens très large, comme on va le voir, et puis enfin, elles ont également en commun d'être surtout intéressantes au titre de la sensibilité de l'information, et on parle très souvent et longuement de la précision, là c'est surtout la sensibilité qui a retenu mon attention. Alors, tout d'abord, une décision d'avril 2019, Mountain Fashion Group, société donc, qui avait connu des difficultés, qui avait même fait l'objet d'un redressement judiciaire quelques années avant les faits, et un plan de continuation était en cours, et survient un défaut de paiement au titre de ce plan. Et comme je le disais, donc, le principal débat portait sur la sensibilité de cette information. L'émetteur tirait argument du fait qu'il y avait déjà eu par le passé un défaut de paiement au titre de ce plan, mais la Commission renverse l'argument pour dire que ce défaut avait justement donné lieu à un ajustement du plan de continuation qui venait d'être annoncé au marché, et que donc ce nouveau défaut allait nécessairement prendre le marché par surprise. L'information était par conséquent sensible. Et donc une leçon à tirer à l'évidence, on ne saurait trop recommander à un émetteur qui a connu par le passé des difficultés d'être particulièrement attentif et de renforcer les procédures internes. Il en a nécessairement, mais il faut les renforcer pour être sûr d'identifier immédiatement toute information privilégiée. Quelques mots d'une deuxième décision, la décision Zodiac, situation assez classique d'un émetteur qui constate à un moment l'impossibilité d'atteindre des objectifs préalablement annoncés au marché. Et là, la décision est intéressante également au titre de la sensibilité parce qu'elle considère que l'information relative au fait qu'un émetteur pourrait ne pas atteindre ses objectifs est par nature susceptible d'avoir une incidence sur le cours. Et donc, la Commission, sans employer le terme, crée une sorte de présomption de sensibilité lorsque un émetteur qui a annoncé des objectifs n'est pas en mesure de les atteindre. Et à nouveau, j'attire l'attention des émetteurs sur, ils le savent, mais sur les contraintes qu'implique la publication d'objectifs. Ça n'est pas une obligation, mais s'ils le font, c'est extrêmement contraignant, car effectivement, ça facilite la caractérisation par la suite de l'information sensible en cas de décalage entre les objectifs annoncés et les résultats anticipés en interne. Enfin, troisième décision, toute récente, publiée, je le disais, il y a 2 jours, qui vient s'ajouter à la série des décisions biotech. Il y en a déjà eu quelques-unes, au moins 2, AB Science en 2016, et puis une autre en 2017, où la biotech en question avait été mise hors de cause, alors même que ces résultats, elle s'apprêtait à annoncer des résultats inférieurs aux attentes du marché, mais la commission des sanctions avait considéré que l'information, pour autant, n'était pas sensible dans la mesure où, historiquement, les résultats de cette société avaient été assez aléatoires, assez erratiques même, et que le marché n'avait pas réagi fortement à ces variations. Et là, solution différente pour Biofitis. Alors c'est un petit peu différent, il s'agissait d'un décalage dans l'obtention d'une autorisation pour un médicament, mais le débat également portait essentiellement sur la sensibilité, 2 pages entières consacrées à l'analyse de la sensibilité, et la société plaidait que pour des biotech, le décalage dans l'autorisation pour obtenir un médicament est évidemment quelque chose de très fréquent, et par conséquent que l'information n'était pas sensible. La commission ne la suit pas dans son raisonnement, considérant que les autres sociétés qui effectivement avaient connu des décalages et annoncé des décalages sans que ça produise un effet sur le cours, eh bien, étaient un peu plus anciennes. C'était des biotech, mais qui avaient déjà quelques années derrière elles, et que le marché avait eu le temps, par conséquent, d'apprécier leur capacité à tenir leurs engagements. Donc la leçon à tirer de ça, c'est attention à vous, biotech,
lorsque vous avez déjà quelques années derrière vous, vous êtes un petit peu protégé, mais la très jeune biotech, celle qui vient tout juste d'être cotée, doit être extrêmement attentive, car en tout décalage, toute variation par rapport à ce qui a été lancé au marché à nouveau est susceptible de constituer une information sensible. Merci beaucoup. Vos propos précisent de manière très claire à quel point les décisions de la commission des sanctions ont un impact concret, quotidien sur les entreprises. Je me tourne donc naturellement vers vous, Alexandre Menais. On parlera tout à l'heure, peut-être de manière plus précise, des opérations financières, mais est-ce que vous pouvez tout de même, d'ores et déjà, nous donner quelques indications sur la nature des informations privilégiées auxquelles vous êtes confrontés? Comment, au sein d'un groupe comme le vôtre, on identifie l'information privilégiée? Quels sont les processus qui sont mis en place? Et puis, quelles sont les éventuelles difficultés que vous rencontrez? Oui, merci. Donc, effectivement, dans une entreprise comme la nôtre, par construction, je dirais, qui en plus est globale, il y a une quantité d'informations potentiellement sensibles qui circulent en permanence. Et peu importe la nature de l'information, la digitalisation et les réseaux sociaux, il faut qu'en plus, maintenant, elles sont multipliées. Donc, au sein des équipes, effectivement, la difficulté, en l'espèce, pour celui qui a la charge de veiller en fait, au respect de la réglementation et d'identifier le moment où ces informations caractérisent de l'information privilégiée au sein de l'entreprise. Alors, les enjeux donc, de la détermination de ce moment sont importants, car on découle bien entendu tout un ensemble d'obligations pour l'entreprise et ses collaborateurs. Alors, pour gérer en fait cette complexité des informations sensibles qui circulent en permanence, en fait, on fait des distinctions qui peuvent être opérées selon la nature donc, des informations. Alors, les informations liées au reporting financier, qui sont effectivement qui sous-tendent les informations périodiques. Il y a les informations liées aux opérations de croissance externe et aux opérations d'émission de titres financiers, qui constituent une seconde catégorie, et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais il y a aussi des informations commerciales, et la conclusion ou le risque de terminaison d'un gros contrat, et qui constituent en fait une catégorie d'informations particulière dans les métiers comme ceux d'Atos. Parce qu'en fait, ces données peuvent traduire effectivement la nature de l'activité courante de l'entreprise. Par leur récurrence, leur portée, ne paraissent a priori pas présenter de caractère d'une information privilégiée. Dans le même temps, elles peuvent parfois avoir une signification précise, puisqu'en fait, elles vont par exemple valider la stratégie du groupe dans un secteur donné. Ou bien vont contribuer, on en parlait à l'instant, donc à l'atteinte de ces objectifs. La qualification d'information privilégiée est alors envisageable. Et donc on va faire effectivement là aussi une analyse au cas le cas. Je précise aussi que dans l'appréciation de la matérialité sur la performance de l'entreprise, on peut se retrouver contraint, en fait, alors même que le contrat n'est pas matériel, tout simplement car la communication d'un concurrent va effectivement signifier que ce contrat, que l'on avait nous aussi, est désormais perdu par l'entreprise. Aussi, en fait, la position que l'on prend, c'est de communiquer, le cas échéant, ces pertes de contrat, qui ne sont pas matérielles, dans des communications plutôt trimestrielles ou semestrielles. Pour terminer, donc, je dirais quelques mots sur l'organisation mise en place donc, au sein d'un groupe comme Atos pour détecter et gérer l'information privilégiée. Il y a bien entendu, on l'a déjà évoqué, la nécessité d'une grande sensibilisation du sujet sur les acteurs de l'entreprise, que ce soit bien entendu les dirigeants, les membres du conseil d'administration et les salariés. Et les équipes effectivement de droit boursier du groupe mènent des actions de formation avec une approche donc par le haut, en commençant par le conseil d'administration, le comité exécutif, où nous faisons des rappels permanents, notamment avec Gilles Arditi, notre responsable des relations investisseurs, où on va effectivement, la présidente tout à l'heure l'évoquait, on communique sur les évolutions de la définition de l'information privilégiée. Et puis nous avons des réunions, bien entendu, régulières avec le dirigeant, le directeur financier, le responsable des relations investisseurs et moi-même. De plus, et ça c'est quelque chose qui a aussi été évoqué tout à l'heure par le président Ramex, nous sommes obligés effectivement de faire de plus en plus d'actions décentralisées, si je puis dire, dans les pays, par les directeurs juridiques locaux, qui vont former en fait les managers donc, à ce sujet,
en effet, c'est la complexité en fait, des grands groupes. Je rappelle qu'en plus, parfois, il y a des appréciations qui peuvent être différentes selon des pays. Et ce n'est pas sans poser des difficultés, a fortiori aussi quand une grande partie des managers, et aussi maintenant des salariés, ont, vous savez, des plans d'incentive en fait, sur les actions de l'entreprise. Enfin, et ça aussi ça a été évoqué tout à l'heure, nous menons de plus en plus d'actions de sensibilisation aussi sur les différentes parties prenantes du groupe lorsque l'on est sur différentes opérations. Merci beaucoup pour ces explications très précises. Je vous propose d'approfondir à présent le sujet de notre table ronde à travers l'exemple de l'information privilégiée dans le cadre d'un projet d'opération financière. C'est un sujet qui a fait l'actualité 2019 de la Commission des sanctions et qui, bien évidemment, trouve des illustrations plus anciennes encore. Je me tourne vers vous, Madame Schiller. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la Commission des sanctions procède pour caractériser une information privilégiée dans ce cas précis? Alors, c'est particulièrement complexe pour définir le moment où une information est privilégiée dans le cadre d'une opération financière, parce qu'une opération financière, c'est une succession de dizaines, centaines de décisions, contrats, étapes qui se succèdent. Et il faut qu'à un moment précis, on se dise, là, l'information est privilégiée. Je citerai 2 affaires récentes, avec la difficulté que ce sont des affaires avec des faits extrêmement foisonnants qui traduisent justement cette idée qu'il se passe plein de choses et qu'on doit à partir de là fixer. Et je ne citerai que quelques éléments. Première affaire, une affaire du 14 décembre 2018 à propos de la cession d'une participation majoritaire dans le capital suivie d'une offre publique d'achat simplifiée subséquent. Se posait donc la question du caractère précis et la Commission a considéré que oui, l'information est précise parce que tant le cédant que le cessionnaire avaient mandaté une banque d'affaires et un avocat, avaient tenu des réunions très nombreuses, que le principe de la cession était accepté chez le cédant par l'actionnaire détenant 70% du capital et par le cessionnaire qui avait envoyé une lettre non engageante avec une proposition de fourchette de prix, avec une fourchette de 140% par rapport au dernier cours de bourse. Donc l'information a été considérée comme précise alors que le prix de l'opération n'était pas fixé et que les actionnaires étaient encore en négociation avec d'autres acquéreurs. L'information a été qualifiée de précise à la date du communiqué de presse de la société, alors que d'autres événements s'étaient produits auparavant. En particulier, il y avait eu des annonces sur des forums de discussion, un événement qui a considéré comme ne donnant pas de caractère public. Pourquoi ? Parce que les personnes s'étaient exprimées sous pseudo et par des messages très vagues. Il y avait eu un article dans les Échos, mais l'article ne faisait état que de rumeurs, donc ça ne suffisait pas à rendre l'information publique. Et il y avait eu des communications d'analystes, mais comme je le disais tout à l'heure, les communications d'analystes n'étant qu'une opinion subjective, on n'a pas considéré que ça rendait l'information publique. Et dernier élément, la Commission a considéré qu'il y avait une influence sensible sur le cours. Et là, c'est intéressant parce que, je cite, « un projet d'offre publique d'achat est par nature susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours en relevant que dans cette affaire, le projet était réalisé avec une prime de 140%, ce qui montrait qu'il y avait certainement une influence sensible sur le cours. » Donc première affaire, 14 décembre 2018, deuxième affaire, très connue, c'est à propos de projet d'acquisition du 25 avril 2019. En l'occurrence, la Commission a considéré que l'information était précise à partir du moment où le projet avait été présenté au conseil d'administration, que le compte-rendu du conseil d'administration indiquait qu'il autorisait les dirigeants à poursuivre la réalisation du projet et à
préparer une offre. La Commission a, avec beaucoup de détails, montré cette précision par la faisabilité du projet. Faisabilité quant à ses possibilités de financement, toutes sortes d'éléments qui sont cités, que je n'ai pas le temps de vous donner, et quant aux synergies particulières de ce projet par rapport à d'autres qui avaient été envisagés auparavant, qui nécessitaient en particulier l'accord des autorités américaines, très difficile à obtenir, alors que là, non. Donc, l'information est considérée comme précise, alors que les lettres de confort des banques n'avaient pas encore été obtenues, alors que le conseil d'administration n'avait pas formellement approuvé l'opération, alors que les modalités définitives, et en particulier de prix, n'avaient pas été arrêtées. La Commission considère que l'information est publique dès lors qu'il y a un article publié et 53 minutes plus tard, une communication de la société. Et elle considère enfin, ce qui est aussi intéressant, l'influence sensible sur le cours. Certes, dans cette affaire, l'offre ne pouvait pas être valorisée parce qu'on ne connaissait pas la position de l'actionnaire majoritaire de l'éventuel acquéreur. Et l'opération se serait traduite par une forte augmentation de l'endettement, ce qui fait qu'il n'est pas du tout certain qu'elle aurait eu une influence sur le cours. Malgré tout, la Commission va retenir cet élément parce que l'acquisition était un point d'ancrage sur le marché américain, permettant de lancer une nouvelle offre, une offre rassemblant téléphone fixe, mobile, Internet, télévision, sans engagement. Vous avez compris de qui je parle. Je crois que je n'ai pas le droit de dire son nom, mais tout le monde sait de qui je parle quand je parle d'offres de télévision, Internet, mobile, etc. Cette offre n'existait pas aux États-Unis et la Commission a donc considéré que, vu l'importance de l'opération, l'information en cause était susceptible d'être utilisée par un investisseur raisonnable pour fonder sa décision d'investir dans le titre ou de céder ses titres. Je crois que cette décision va faire l'objet de quelques réflexions. Et cette décision fait l'objet d'un recours. Je donne tout de suite la parole à vous, Nicolas Menson, d'abord pour connaître votre appréciation sur cette problématique de l'opération financière. Peut-être en nous donnant votre avis plus précisément sur deux points. D'abord sur le critère des chances raisonnables d'aboutir et son traitement par la jurisprudence, et puis sur le caractère sensible de l'information selon le type d'opération envisagée. Je vous remercie. Alors effectivement, je vais revenir sur ces deux points et surtout je vais revenir sur les deux mêmes décisions. Je vous prie par avance de m'en excuser. J'espère que ce qui vous aidera à le faire, c'est que je vais me démarquer très légèrement sur certains points de ce qui vient d'être dit. Il me semble en effet qu'entre ces deux décisions, celle de décembre 2018 et celle d'avril 2019, il y a un singulier contraste. La première, vous l'avez dit, est assez classique, elle est même très classique dans la mesure où elle démontre précisément à la fois la volonté du vendeur de céder son bloc, mais aussi l'intérêt manifesté par deux acquéreurs, et surtout l'un d'entre eux, pour l'acquisition du bloc. L'acquéreur avait remis une lettre d'intention, certes non engageante, mais quand même une lettre d'intention. Et une data room avait été ouverte au profit de cet acquéreur. Et par ailleurs, l'acquéreur avait également précisé que cette acquisition ne nécessitait pas pour lui d'endettement. Donc il n'y avait pas de conditions liées au financement. La décision d'avril 2019, elle est, à mon sens, très, très différente sur un point crucial, et même en réalité deux. Le premier point, c'est que, effectivement, les banques de financement n'avaient pas encore indiqué qu'elles étaient en mesure de financer l'opération, qui impliquait un endettement très important pour l'émetteur. Elles venaient tout juste d'être contactées lorsque, à la date à laquelle la Commission considère que l'information est devenue précise. Et sur un deuxième point encore, elle est atypique, et ce deuxième point est plus important peut-être encore, c'est
l'absence quasi complète, vous l'avez dit, d'échange entre l'acquéreur et le vendeur. Et c'était une opération qui nécessitait un accord entre l'actionnaire majoritaire de la cible et l'acquéreur. Ça n'était pas c'est très important d'avoir ça en tête, une opération qui était susceptible de se transformer en offre hostile. Car en cas d'offre hostile, effectivement, on peut très bien imaginer que, c'est même par hypothèse ce qui se passe, l'offre est déposée et peu importe qu'il n'y ait pas eu de consentement préalable. Là, l'offre n'avait aucune chance d'aboutir sans consentement de l'actionnaire majoritaire de la cible. Alors, la Commission écarte l'objection au titre de la précision, considérant que ce qui avait des chances raisonnables d'aboutir n'était pas tant l'opération elle-même, l'acquisition elle-même, que l'offre qui allait être faite par l'émetteur. Alors effectivement, et la jurisprudence est claire là-dessus, et même maintenant le règlement abus de marché, dans un processus qui s'étale dans le temps, chaque étape du processus peut être considérée comme précise. Mais encore faut-il que cette même étape soit aussi, que l'information relative à cette étape soit aussi sensible. Et là, la commission des sanctions indique qu'il importe peu, au titre de la sensibilité donc, qu'il importe peu que l'investisseur raisonnable ait ignoré que le destinataire de l'offre n'avait pas l'intention d'entrer en pourparlers avec l'acquéreur. Donc ça signifie que l'information a été jugée sensible dans un contexte où l'opération elle-même n'avait en réalité aucune chance d'aboutir. Et il me semble que si l'investisseur raisonnable, si le marché avait eu connaissance de cet aspect-là, eh bien, normalement, il n'aurait pas réagi, tout simplement, parce que c'était un non-événement. Et donc, il me semble qu'il y a là une difficulté dans cette décision, et je dois dire que cette difficulté préoccupe et inquiète un certain nombre d'émetteurs. Merci beaucoup. Alors, avec ces deux dernières interventions, je crois qu'on aura pu éclairer le public des débats qui se sont portés devant la Commission dans le cadre de ces affaires. On voit bien, évidemment, les positions adoptées par les uns et par les autres. Je donne tout de suite la parole à vous, Alexandre Menet. Le sujet de l'opération financière, c'est évidemment un sujet important pour un émetteur, pour un groupe comme le vôtre. Je vous donne la parole. Oui, absolument. Alors, plus particulièrement sur les opérations de croissance externe. Comme vous le savez, le groupe s'est construit depuis maintenant une dizaine d'années, en grande partie par croissance externe. Il se trouve que moi, j'ai la responsabilité donc, du M&A du groupe. Et donc, il y a de multiples opportunités de croissance. La réalité aussi, c'est qu'à partir du moment où vous êtes très acquisitif, on vous prête quasiment toutes les acquisitions de la Terre. Et donc, effectivement, il faut pouvoir gérer ça. C'est des périodes qui peuvent être très, très longues, des périodes très courtes. Il peut y avoir des entrées en discussion, des sorties. Et en effet, le moment où se cristallise l'information privilégiée devra être défini, en tout cas, au cas par cas, avec prudence, certes, mais en veillant à ne pas non plus avoir une espèce de surapplication de la réglementation qui est parfois prématurée et finalement faussement protectrice pour l'émetteur. Je voudrais juste faire un focus sur les processus par étapes. Et qui plus est pour une société qui est un industriel versus en fait les private equity. C'est un concept qui est très pertinent en fait en matière de M&A, qui permet de différer bien entendu la publication d'informations privilégiées. On va attendre le franchissement d'une étape importante, mais qui n'est pas conclusive. Et il peut exister un intérêt légitime en fait pour l'émetteur de préserver la confidentialité de négociations qui ne sont pas encore abouties. Et dès lors, on considère que, pour notre part, qu'on n'induit pas le marché en erreur. Et à quel moment, en fait, on va choisir de communiquer? Notre position, en fait, est d'attendre la signature définitive du contrat de société, du SPA. Car nous savons, parce qu'on l'a vécu, que dans ces processus de vente, jusqu'au dernier moment, il y a une incertitude quant à l'accord définitif entre les parties, et particulièrement, effectivement, sur des actifs qui sont très sollicités par les private equity, où il y a une concurrence très forte. Donc voilà notre position sur l'appréciation de la chance raisonnable d'aboutir. On attendra la signature de l'accord final.
Merci beaucoup. Sans transition, je vous propose d'aborder un sujet qui est différent. On a abordé là des questions qui restent tout de même assez classiques pour la commission des sanctions, pour les juridictions de recours, pour les acteurs. Ce sont les informations privilégiées émanant de l'émetteur. Une jurisprudence récente traite de sujets beaucoup plus atypiques, que sont les informations privilégiées émanant de tiers. Et donc qui ont un lien avec l'émetteur que tout à fait indirect. Des décisions donc récentes de la Commission des sanctions et du Conseil d'État traitent de ce sujet. Je vous donne la parole, Madame Schiller, pour en parler. Alors, le principe de transparence, les principes de transparence et d'égalité que j'évoquais tout à l'heure sont à respecter par tous. Il y a une longue liste de personnes qui ne peuvent pas profiter de l'information privilégiée et, comme c'est à respecter par tous, quelle que soit la personne qui a émis l'information. Donc cette idée que l'information privilégiée peut provenir d'un tiers est une idée très naturelle et c'est une idée qui a été consacrée par plusieurs décisions récentes, en effet. Première décision, à l'origine, c'est une décision de la Commission des sanctions du 29 mai 2017 à propos de l'investissement à 28 reprises par une personne qui profite d'informations qu'il est le seul à connaître, qui sont des recommandations d'investissement de son employeur. Donc ces recommandations d'investissement, il est le seul à les connaître, il en profite pour investir et la Commission va refuser de qualifier l'information de privilégiée en relevant que lorsqu'elles avaient été ensuite diffusées, elles n'avaient été diffusées qu'aux clients abonnés de cette personne, que ça reprenait pour l'essentiel des contenus existants sur des sites spécialisés et donc que globalement, ça n'avait pas vraiment d'influence sur le cours. Mais ce qui est à relever, c'est que la Commission ne relève pas du tout d'objection, si ça avait été fait autrement, à ce que cette information soit privilégiée, bien que émanant d'un tiers. Et le Conseil d'État, dans une décision du 30 janvier 2019, va censurer la décision en apportant des éléments très intéressants sur ce point qui nous intéresse. Le Conseil d'État considère dans cette affaire que les travaux et estimations, je cite, du Bureau d'analyse et de recherche reconnu, peuvent dans certains cas revêtir le caractère d'une information privilégiée. Et comme le disait Madame Trick tout à l'heure, cela nous apprend des choses sur comment est-ce que ça peut être une information privilégiée. Il précise notamment s'ils sont destinés à une publication prochaine, attendue par le marché, et relève une recommandation émise pour la première fois ou modifiant celle précédemment émise concernant les instruments financiers de la part de ces institutions. Donc pour le Conseil d'État, il n'y a aucun doute, l'information privilégiée peut provenir d'un tiers. Le sujet était également au cœur d'une autre décision de la Commission des sanctions du 24 octobre 2018 à propos de la diffusion d'informations sur plusieurs tiers et en particulier la société Arkema par un journaliste, Monsieur Foster. En fait, cette affaire est assez originale. Il y a donc un journaliste, Monsieur Foster, plume habituelle sur des sujets financiers, qui publie plusieurs articles faisant état de possibilités d'offres sur plusieurs sociétés avec des primes très importantes par rapport au cours sur ces sociétés. Des personnes autour de lui ont connaissance du fait qu'il allait publier les articles. L'information, c'est la publication des articles et ont connaissance du contenu de ces articles et décident d'acheter des titres en cause. Et la Commission va qualifier l'information de privilégiée. Elle considère qu'elle est précise parce que l'information sur le titre est précise. L'article n'est pas précise, je veux dire. L'article dit, par exemple, « Les actions d'Hermès reviennent à la mode ». Donc ça n'a rien de précis. Mais ce qui est précis, c'est le fait de publier l'article. Elle considère que le fait qu'il publie cet article n'est pas public, parce que le contenu de l'article n'est pas public, et elle considère que ça a une influence sensible sur le cours, parce que
l'auteur de ces articles est un journaliste depuis 40 ans, qu'il a écrit dans les grands journaux, et donc que ces articles sont susceptibles d'avoir une influence sensible sur le cours. Donc pour terminer, 2 enseignements. Oui, l'information est qualifiée de privilégiée, même si elle émane d'un tiers, et ce qui est tout à fait logique selon moi, comme je vous le disais tout à l'heure. Et deuxième enseignement, ça n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui a été établi par d'autres décisions plus anciennes, et donc c'est, selon moi, quelque chose parfaitement établi. Je vous remercie et je précise que cette dernière décision fait l'objet d'un recours pendant. Je passe tout de suite la parole à Nicolas Menson pour le point de vue de l'avocat sur cette jurisprudence relative à l'information privilégiée émanant de tiers. Alors je confirme en effet que ces 2 décisions ne sont pas nouvelles dans leur principe. Autrement dit, ça fait déjà très longtemps que l'information privilégiée peut tout à fait provenir d'un tiers. Je rappelle tout d'abord que dans la définition même de l'information privilégiée, ni les textes ni la jurisprudence ne font dépendre le caractère privilégié d'une information de sa provenance. L'information est définie par ces 3 caractéristiques bien connues: précision, caractère non public et sensibilité, et non par sa source. Et surtout, depuis très longtemps, il existe une information privilégiée qui est même assez paradigmatique et qui provient à l'évidence d'un tiers, c'est l'offre publique. Alors certes, lorsqu'elle est négociée, l'émetteur visé, la société concernée, visée par l'offre, en sera assez rapidement informé. Il n'empêche que même dans ce cas, l'information, la source de l'information, eh bien, est à l'extérieur de l'émetteur. Et puis, lorsque l'offre en question est hostile, alors là, pour le coup, eh bien, la société visée par l'offre ne sera jamais initiée, puisqu'elle va découvrir l'information en même temps que le public. Et j'ajoute à ça le fait qu'il y a dans le règlement général un texte qui est l'article 223.6 sur l'information financière, qui oblige toute personne qui prépare une opération financière à en informer le marché. Ce texte a été introduit en 1990 par la COB dans l'un de ses règlements, sur la recommandation d'un groupe de travail présidé par M. Pfeffer, qui avait constaté qu'il ne suffit pas d'encadrer la personne qui dispose d'une information privilégiée, et ajouté qu'il fallait réglementer les devoirs de la personne qui est à l'origine de l'information en question, et entre parenthèses, c'est la parenthèse qui est importante, l'émetteur de valeurs mobilières ou l'initiateur d'une opération financière. Donc l'alternative était déjà très clairement envisagée. Alors ensuite, j'irai un tout petit peu au-delà pour poser la question, parce qu'il me semble que cette jurisprudence récente, même si elle n'est pas nouvelle, pose quand même la question de l'initié sur soi-même, car dans les 2 décisions citées, la personne initiée, la personne qui opérait n'était pas directement celle d'où provenait l'information, puisque dans le cas du journaliste, le journaliste était contenté de transmettre l'information à des tiers qui, eux, avaient opéré. Et dans le cas de l'analyste, c'est lui qui avait opéré, mais l'information tenait à la publication de rapports par le bureau dont il était salarié. Donc ce n'était ni dans un cas ni dans l'autre un exemple d'initiation sur soi-même. Alors quid lorsque c'est la personne qui est à l'origine de l'information qui opère sur le titre? Il me semble que cette question est également tranchée depuis longtemps, et c'est l'arrêt Zodiac de 1994. La Cour d'appel, donc c'est Zodiac qui déposait une offre publique sur la société Sigma, et la Cour d'appel confirme la décision de la COB, qui avait considéré sans hésitation que Zodiac était initié de son propre projet d'offre publique. Et s'ensuit un débat sur lequel je ne reviendrai pas ici, sur le point de savoir si Zodiac pouvait valablement, nonobstant sa qualité d'initié, opérer sur le titre Sigma. Et la Cour d'appel fait une distinction, ou plutôt valide la distinction qu'avait faite la COB, selon la finalité et le but poursuivi. Il n'en reste pas moins que la solution est claire. Zodiac était bien initié sur soi-même, et cette initiation sur soi-même emportait en principe une obligation
d'abstention. Merci beaucoup. Monsieur Menet, est-ce que sur ces sujets, vous avez très brièvement quelques observations? Oui, juste donc quand on va dévoiler un projet en cours de négociation, c'est point de paraître, je pense qu'il faut faire une distinction. Si une information d'un tiers est un article de presse, alors, on va attendre que l'information, je dirais, soit dans le marché, parce que si on décidait tout simplement de préempter cette communication, qu'est-ce qu'il faudrait communiquer? C'est un peu la première question. Et pire encore, si on décide de communiquer et que la communication du tiers en question n'est pas celle prévue, on est obligé de recommuniquer derrière. Pour un article de presse, en fait, tant que l'article n'est pas paru, on ne va pas communiquer proactivement. Je vais juste vous faire part d'une chose qui nous est arrivée. En 2016, en fait, on était dans un cadre de vente, enfin c'était le cadre de la vente de l'activité services de la société Dell aux États-Unis. Nous étions dans un processus compétitif. Un article est paru, en fait, informant le marché que nous aurions fait une offre sur cet actif avec une valeur très élevée. Nous avons considéré qu'il était à ce moment-là nécessaire pour nous, alors qu'on était dans un processus ultra compétitif, hein, nous avons considéré qu'il était nécessaire pour nous de communiquer pour corriger cette information, en confirmant néanmoins que nous étions bien dans ce processus compétitif, mais en réfutant le prix et en rappelant, sans dévoiler quelle était notre offre, que nous étions attachés en fait à une discipline financière très forte. Voilà un cas pratique en fait où là on a dû réagir effectivement, alors même que nous étions encore dans un processus totalement compétitif. Merci beaucoup. Je vous propose de clôturer ce premier temps de cette première table ronde et d'enchaîner immédiatement par l'intervention de M. Planta. L'ESMA vient de lancer, c'est tout frais, merci de venir nous en parler en avant-première, vient de lancer une consultation sur la révision du règlement MAR, du règlement abus de marché. M. Planta, merci de nous présenter cette consultation. Merci beaucoup. D'abord, je m'excuse pour mon intervention en anglais, mais la terminologie, c'est très technique et je ne veux pas vous tromper, vous confondre. So, move to English. As mentioned by Mr. Delorme, we published yesterday our consultation paper on the MAR review. The consultation covers multiple issues, but I will focus on 4 main issues that are linked to the 2 roundtables of today. So I will focus on the definition of inside information, on the delayed disclosure of inside information, on market sounding, and on insider list. So as for the definition of inside information, as mentioned before by Madame Schiller, the definition of today is around 3 criteria, and we don't intend to change this definition because in the 3 years of application of MAR, we have no track record of shortcomings, and we believe that is sufficiently flexible for the regulators to actually detect the possible inside information. So we will maintain the single definition and the delay that I will touch in a minute. But we will focus on 3 specific cases. The first one is on commodity derivatives, the second one is on front running, and the third one is on pre-hedging. So on commodity derivatives, as you might know, the definition is smaller. It's a subset of the information that is envisaged for commodity derivatives, and we are consulting on whether this is appropriate. We recognize that the reason for this definition, for this subset of information is to allow commodity producer to undertake hedging transaction on a basis of this information. However, it's also true that this gives rise to differences between listed and non-listed commodity producers. So we are consulting on whether this is still appropriate. Front running is another case.
front running means in case the person charged with the execution of orders use the information on the orders to their benefit or benefit of others. And ESMA considered that such information can lead to inside information, so in case of pending orders, not only if used by the person in charge with the execution, but also used by others person. And this is linked to what Madame Schiller was mentioning before about the information of third parties. We also believe that in the case of front running, the MiFID investor protection rules also apply. As for pre-hedging, it's another case where the broker is hedging before entering into a transaction for a client. Also, in this case, we believe that it could lead to potential cases of insider dealing, but and we are consulting on basically whether this it's actually the case, and whether there are benefits on pre-hedging, because we do recognize that if those benefits of the pre-hedging are passed on to the clients, there could also benefit on this technique. Now, moving to the subject of the second roundtable, so the delayed disclosure of inside information and mechanism for handling the inside information. There are 3 conditions for this to be done, so to delay the disclosure. The first condition is that if the immediate disclosure is likely to prejudice the legitimate interest of the issuer. The second one is that the public is not misled by the delayed disclosure. And the third is that the issuer is able to maintain the confidentiality of the information. This is in a way the counterbalance to the unique definition of inside information. And as Monsieur Max mentioned before, we are fully aware of the different applications around Europe of this delay information, and we are investigating on the actual different application, and using also the consultation as to understand whether the condition for the delay are well framed and sufficiently clear. We are also consulting on a proposal, and also this, I think, goes in the direction mentioned by Monsieur Remax, to have a system in place by issuers to control the life cycle of the information. Something similar to what is envisaged for suspicious transaction and order reports. We are cautious of the compliance burden that this would lead, but we believe that is still an important element. And given this compliance burden, we believe that such systems and control need to be appropriate to the scale, size, and nature of the business activity. Finally, we believe that the information that has lost its inside nature still needs to be reported. As you know, the notification is always ex post, but if it is no longer an inside information, there is no obligation to report, whereas as regulators, we believe that it is still important to see what happened in the period between, and that's why we are proposing to notify also those cases. Another element that is important to highlight is the financial stability delay, i.e. the special case of delay information which is envisaged for financial institution. So also on this, we are aware of potential conflict between MAR, CRR, so the capital requirement regulation. And we are consulting on the difficulties encountered by
the stakeholders, and on whether it is what we will need to do basically to resolve those conflicts. Now moving to I still have 2 minutes, I think. So, and I have 2 additional things that I would like to cover. So the first one is market sounding. The enforceability of market sounding. Again, ESMA is aware that the provision are used in certain cases to benefit from the protection that this gives, i.e. that it protects from the allegation of unlawful disclosure of the inside information. But we also believe that to be granted this full protection, it is important to confirm and provide clarity of the obligatory nature of the sounding requirements. And when those are not followed, we are also proposing to establish an EU regime for administrative sanctions in this respect. However, because we are always looking at the proportionality, we are aware that the definition of market sounding is broad and with a wide range of interaction, and so ESMA is assessing whether there is a need to introduce some limitation in the definition and to simplify the procedures and the requirement. Finally, on the insider list, I would like to cover 4 points very briefly. The first one is actual versus potential access to inside information. We believe that the insider list should contain only the person who effectively have access to the information and not those that could have done so. And ESMA is therefore consulting on what system and controls are needed in this respect. On the person subject to the obligation, currently it's only issuers and person acting on behalf of the issuers. ESMA is proposing to expand this, again, in the line with what Madame Schiller was mentioning before, to people that even if not acting on behalf of the issuer, still have performed a task through which they have access to the information. We are thinking about auditors or notaries, this kind of people. The third element on which we are consulting is the permanent insider list, because and the usefulness of it, considering that this is not a substitute of the event-driven insider list, and we have noticed an inflation of persons included in those lists. Finally, a good news. Yeah. So we are considering to limit the administrative burden on the insider list by having only one contact as a natural person for each legal person acting on behalf of the issuer, or so that whereas now they should include all the people also of other firms. Like this, we believe that we will reduce the burden, and we are also consulting on any other way in which we can reduce the burden while maintaining the traceability of the information. Merci beaucoup, Monsieur Planta. Votre intervention aura fait la transition parfaite avec la seconde table ronde, puisque la plupart des sujets que vous avez évoqués relèvent de ce second temps. Je pense aux différés de communication, aux sondages de marché, aux listes d'initiés. Avant la pause, nous vous proposons quelques minutes de questions, 5 minutes, si vous voulez avoir le temps de prendre un café. Donc, les intervenants sont à votre disposition pour ceux qui auraient des questions. Alors, le café
effectivement privilégié sur toute autre considération. Est-ce que les intervenants ont pu s'exprimer comme ils le souhaitaient, puisque j'ai obtenu 2-3 minutes de plus, vous voyez, qui peuvent vous être consacrées? Non, il me reste à vous remercier les uns les autres pour la qualité de vos interventions et à vous retrouver donc dans quelques minutes à 11h précises pour la seconde table ronde.